Excellences, chers collègues, Mesdames et Messieurs, l'UNESCO s'honore aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de la philosophie 2007, d'accueillir pour la première fois une lecture de la pièce d'Alain Didier Weil intitulée « Histoire de la pensée des droits de l'homme » et mise en espace par Daniel Mesglich. Ce à quoi nous allons assister tous ensemble est une illustration forte du rôle primordial de la philosophie dans le façonnage de la pensée des droits de l'homme, et plus encore, nous verrons que la philosophie constitue l'essence même de cette pensée. C'est bien un message spécifique qui sera ici pointé, ce que nous appelons parfois d'une manière si évidente les droits de l'homme est en réalité issu d'une longue histoire de la pensée qui continue constamment à faire l'objet de riches dialogues et d'échanges nourris afin de mieux s'ancrer et de mieux ancrer la paix et la tolérance entre les hommes. Je crois que nous sommes tous là. Nous allons commencer. Vous connaissez tous Arnaud, qui rédigera le texte définitif de notre histoire des droits de l'homme. Arnaud propose, pour notre première séance de casting, un travail d'improvisation collectif. Il y a tellement de figures emblématiques pour cette histoire que nous allons raconter que je vous avoue, je ne vois pas encore quelles sont les voix qui vont se faire entendre. Par où commencer? Par le début, Socrate. En 1789. On pourrait partir d'aujourd'hui. Est-ce que les droits de l'homme d'aujourd'hui sont ceux de 1789? C'est-à-dire? Est-ce qu'ils ont gardé leur potentiel révolutionnaire? Oui. Non. Aujourd'hui, c'est avec les droits de l'homme qu'on peut résister à une dictature. Non, aujourd'hui, la guerre en Irak est faite au nom des droits de l'homme. On ne peut pas partir de l'actualité. Pourquoi? Parce que le conflit politique entre un gauchiste et un libéral n'intéresse personne. Le spectateur attend d'entendre ce qu'il n'a pas encore entendu. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore entendu? La voix des premiers à avoir conçu l'idée d'un droit naturel. Tu veux qu'on réinvente cette voix? Est-ce qu'on peut trouver ce qui s'est passé un jour dans la tête du premier type qui a pensé le droit naturel? Tu voudrais qu'on le fasse revivre? Pourquoi pas? Il faut remonter au moment où l'idée de nature est apparue chez les Grecs. Sans l'idée de nature, il n'y a pas de droit naturel possible. Imaginons un pré-socratique dans sa rupture avec la mythologie. Qui essaye? Franchement, non seulement ce n'est pas difficile, mais c'est même très agréable. Réellement, je ne dis pas ça par gentillesse ou par politesse. Très agréable parce que, la première qualité d'un psychanalyste, je crois, c'est l'écoute. Et rien n'est plus agréable pour un metteur en scène que, à peine dit-il quelque chose, tout le monde, on sentait que tout le monde buvait presque les paroles. Ça, c'est une chose très agréable. Non pas que les acteurs, j'espère, en tout cas, soient des gens qui n'écoutent pas, loin de là, mais il y avait une autre écoute, une autre façon d'écouter, une façon humble aussi d'écouter, parce qu'autant ces psychanalystes sont, je l'imagine, en tout cas volontiers, dans leur domaine, des maîtres, enfin, des
gens très forts. Autant là, ils étaient tout petits enfants et prêts à apprendre quelque chose. Et c'était très, très touchant d'abord. Et je dis ça pas pour dire qu'ils étaient des enfants au sens où un enfant ne saurait rien, ou un enfant serait ignare, hein, pas du tout, au contraire. C'est depuis leur savoir, en quelque sorte, qu'ils étaient humbles. Et ça, je trouve que c'est très très beau. Donc non, très agréable. D'abord, je les ai trouvés sans chercher très loin, parce que c'est tous de très très grands amis. On travaille ensemble, on fait une revue de psychanalyse de recherche. Donc on s'est trouvés parce qu'on a un intérêt commun qui est le lien entre la psychanalyse, l'art et le politique. Donc ce texte que j'ai écrit est un peu un texte qui correspond un peu à ce qui se recherche dans ce groupe, dans ce mouvement plutôt.